Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. Donner du sens à l'actualité, c'est notre objectif. Tous les jours à 18h et 22h avec nos invités, experts et les journalistes de la rédaction de Public Sénat. Au sommaire de ce 16 juillet, la démission du gouvernement Attal acceptée par le chef de l'État, la rupture qui paraît consommée entre les 4 partis du nouveau Front populaire, la droite républicaine qui propose un pacte législatif pour débloquer la France en 100 jours et puis le Rassemblement national qui bataille pour avoir des postes clés à l'Assemblée. C'est l'actu politique du jour et on la décortique dans une minute. Et puis pendant toute cette semaine, on vous propose de revenir sur les enjeux, les conflits majeurs de l'actualité internationale. Après les États-Unis hier, avant l'Iran et l'Ukraine, c'est à Gaza que je vous emmène. Gaza toujours sous les bombes israéliennes. Et pas une pierre, pas un arbre, pas un reste humain. Tout le monde est visé, personne n'est à l'abri. Où allons-nous ? De mort en mort à Gaza, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Un cessez-le-feu est-il illusoire? Le conflit peut-il s'étendre au Liban dans les prochaines semaines? Que deviennent les otages plus de 9 mois après les attaques terroristes du Hamas? On répond à ces questions dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ces gauches françaises qui n'en finissent pas de se montrer irréconciliables, Jonathan Dupriez. Le nouveau Front populaire au bord de la rupture. Après une semaine de bras de fer entre le PS et les Insoumis, l'union de la gauche ne parvient toujours pas à trouver une candidature consensuelle pour Matignon. Pas même celle de Laurence Tubiana. L'économiste de 73 ans, architecte de l'accord de Paris sur le climat, est soutenu par le PS, les écologistes et les communistes. Mais les Insoumis balayent cette candidate qu'ils jugent trop Macron-compatible. Si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise. À ce point-là ? Bah oui, puisque il s'agit de nous proposer une personne contre qui je n'ai rien de personnel, que les choses soient claires, mais qui signait il y a 4 jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. Ce week-end, les relations s'étaient déjà tendues entre LFI et le PS. Les socialistes s'étant opposés au nom d'Huguette Bello, présidente du Conseil régional de la Réunion et proche de Jean-Luc Mélenchon, pour briguer Matignon. En proposant Laurence Tubiana, le PS assure donc toujours vouloir jouer collectif, mais doute de la bonne volonté des Insoumis. Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait considérer que quand il y a 3 formations politiques sur 4, et en réalité une majorité de parlementaires du Front populaire qui sont prêts à accepter cette candidature, je ne vois pas en quoi il faudrait considérer que la parole d'un seul s'impose à tous les autres. Moi, je n'ai jamais imposé la parole des socialistes face à tous les autres. Alors que le temps presse, les communistes alertent sur les conséquences d'un échec du nouveau Front populaire à s'accorder sur un nom. Un naufrage en puissance, selon Fabien Roussel. Si on ne trouve pas de solution dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, ce serait un véritable naufrage, je le dis sincèrement, un manque de respect pour tous ces électeurs, ces électrices qui ont exprimé leur volonté que ça change. À ce stade, les Insoumis ont décidé de suspendre les discussions quant au candidat putatif au poste de Premier ministre. Si tous les autres partis de gauche les prient de revenir à la table des négociations, LFI plaide avant toute autre chose pour qu'une candidature unique émane du NFP en vue de l'élection pour la présidence de l'Assemblée nationale jeudi. La France qui entre dans une ère nouvelle, celle du gouvernement fantôme. Voilà ce que je vous propose de décortiquer avec mes invités. Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes vice-présidente du cercle de réflexion La Fabrique écologique. Franck Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon et de plusieurs ministres. Et vous êtes expert à l'Institut Montaigne. Adrien Brachet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste politique à Marianne et contributeur à la Fondation Jean Jaurès. Et Tam Tranui, bonsoir Tam. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste politique, entre autres à la rédaction de Public Sénat. Je commence avec ce spectacle, on ne peut pas dire autre chose, de la désunion donnée par le nouveau Front populaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Lucille Schmitt ? Ça m'inspire un profond sentiment de tristesse. Je n'imaginais pas que ça se passe d'une manière aussi caricaturale. C'est-à-dire que
Avant les élections, on craignait le Rassemblement national. On avait, lorsqu'on est de gauche, trouvé que ce nouveau Front populaire était d'une certaine manière une divine surprise. Et ensuite, le résultat des élections était une très bonne surprise en termes de tenue du Front républicain, gauche et droite confondues d'ailleurs. Mais vous donc, moi, à ce moment-là, pardon de vous interrompre, parce que vu l'état des divisions affichées pendant la campagne des européennes, enfin, je sais qu'il y a énormément d'électeurs qui ont voté pour ce nouveau Front populaire, mais est-ce que, avec votre recul d'analyse, vous pouviez vraiment y croire ? Moi, j'y croyais parce que je m'imaginais que les personnes seraient à la hauteur de l'enjeu. Et je pense que là, on ne peut pas être sur la question du projet, parce qu'on voit bien que le projet a été fait en quelques jours, on voit bien que les électeurs n'ont pas d'abord voté pour le projet du nouveau Front populaire. Je pense qu'ils ont d'ailleurs aucun, de quelque famille politique que ce soit, n'a d'abord voté pour les projets. On savait que c'était d'abord des prétextes, mais ce qui comptait, c'était de faire barrage. Et puis, du côté de la gauche, de revenir renforcer. Et là, on voit qu'en fait, c'est une gauche émiettée. Enfin, moi, j'estime, je vais être très franche, que le rôle que joue la France insoumise est un rôle destructeur. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, je me suis dit, mais au fond, le Parti socialiste est cornérisé par les autres. Et puis ensuite, on voit bien, au fur et à mesure que les jours passent, que le sujet, c'est plutôt qui veut gouverner et qui ne veut pas gouverner. Et il est clair aujourd'hui que lorsqu'on propose le nom de Laurence Toubiana, il y a 3 partis sur 4, comme ça a été dit par Olivier Faure, qui se disent on a envie de gouverner, ou du moins d'essayer de gouverner, parce que ça ne sera pas facile de gouverner réellement dans l'état du rapport de force. Donc ce que fait la France insoumise, c'est qu'au fond, ils affichent très clairement qu'ils n'ont pas envie de gouverner, ils ont envie de rester dans une posture d'interpellation. Et de ce fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra faire éclater le nouveau Front populaire. Oui. Et alors, vous ciblez la France insoumise. Dernier élément dans cet après-midi, il y en a eu beaucoup malheureusement, mais les noms d'oiseaux qui volent, et de plus en plus, c'est Sophia Chirikou, qui est quand même une proche de Jean-Luc Mélenchon, qui tweet le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps, tu as repris une vie saine à gauche, mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau, ça sort de partout, il va falloir recommencer. Bon, feu le nouveau Front populaire. Franck Morel, je crois que c'est un peu le constat qu'il faut faire ce soir. Le tweet que vous venez de lire fait froid dans le dos, surtout quand on considère qu'en plus, il s'adresse à des supposés alliés. Même si c'était un adversaire, il ferait déjà froid dans le dos. Mais alors, en plus, il s'adresse à des supposés alliés. Tout fait froid dans le dos, dans les termes utilisés, dans ce à quoi ça renvoie, etc., etc. Non, je pense que vous avez dit quelque chose qui, à mon avis, résume assez bien la situation. Il y a une coupure entre ceux qui veulent envisager de gouverner et ceux qui ne veulent pas envisager de gouverner. Je pense que... Et les filles n'envisagent pas de gouverner. Tout était en germe dans le discours peu de temps après 20h de Jean-Luc Mélenchon, le soir du second tour, lorsqu'il a fait référence au programme, tout le programme, rien que le programme. On voit bien que LFI est dans une posture qui est une posture qui ne vise pas à gouverner, mais qui vise à prendre date et ensuite être dans une stratégie de bras de fer avec le président de la République pour essayer de le pousser à la démission. On voit bien que c'est ça le scénario. C'est on fait un gouvernement, on va devant l'Assemblée, on se fait censurer, et après on prend un témoin d'opinion pour dire qu'on ne peut plus rien faire et que la seule solution c'est que le président démissionne. C'est pas crédible, effectivement. De l'autre côté, on a au centre-gauche une stratégie qui est différente. Et d'ailleurs, ce qui révèle bien ça, c'est que les arguments justifiés pour proposer ou récuser Laurence Toubiana sont précisément des arguments sur le fait qu'elle est présentée à tort ou à raison comme étant Macron-compatible. Macron-compatible, ça veut dire potentiellement aller chercher une majorité, ou en tout cas une majorité relative. C'est la question que j'allais poser à Adrien Brachet. Laurence Toubiana, c'est presque une candidate pour former une coalition avec une partie de Renaissance, par exemple. Ça ne ferait pas forcément une majorité suffisante. C'est vrai, en tout cas, c'est l'argument qui a tout de suite été repris par les Insoumis en disant mais en fait, derrière Laurence Toubiana, c'est un profil proche de la Macronie parce qu'elle avait été sondée plusieurs fois pour devenir ministre. Maintenant, si on regarde ses engagements, c'est quand même quelqu'un, ancienne ambassadrice des négociations au niveau de la COP21, c'est quelqu'un qui est très engagé sur les questions écologiques. Donc, c'est quand même quelqu'un qui se situe plutôt à gauche. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans les réactions des Insoumis, bon, il y a l'aspect, comme tout le monde, politique, où chacun veut essayer de tirer son épingle du jeu, mais il faut comprendre aussi que c'est une famille politique qui s'est construite, au fond, dans la détestation du hollandisme, dans la détestation
détestation de la social-démocratie. Et donc, ils ont quelque chose d'un peu identitaire, où ils ont du mal, finalement, à accepter tout retour dans ce sens-là. Donc ça, il faut le comprendre, parce que pour eux, c'est presque un enjeu de survie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je pense que les électeurs, notamment du Nouveau Front Populaire, qui regardent toutes ces discussions, toutes ces tractations, sont forcément déçus, parce que je pense qu'il y a un besoin de revenir au fond. C'est notamment la patronne de la CFDT, Marie Léon, qui disait ce matin, on ne parle que du casting, alors qu'en fait, les gens qui ont voté pour le Nouveau Front Populaire, ils ont aussi voté pour des mesures, pour un cap, et donc c'est vrai que et toutes les forces politiques ont probablement, du Nouveau Front Populaire, ont probablement leur responsabilité là-dedans, mais c'est vrai que ça donne l'impression de quelque chose d'un petit peu boutiquier. D'ailleurs, on parlera des LR tout à l'heure, c'est ce qui est assez habile dans la proposition de Laurent Wauquiez, de faire une proposition sur le fond. Alors, fait-il semblant, ou y croit-il encore? Il y a celui qui tente de sortir de l'impasse, François Ruffin, il a deux solutions. Alors, il y en a une qui est plus sérieuse que l'autre quand même, je vous laisse deviner. Maintenant, il faut qu'il y ait une proposition de Premier ministre. Imaginez, en 1936, au Front Populaire, en un mois, ils avaient fait les congés payés pour les ouvriers et ils voyaient la mer. Et bien là, aujourd'hui, on n'est pas fichu de se mettre d'accord sur un nom pour Matignon. Enfin, c'est une honte. Et donc, qui fasse ça à Chifoumi, qui fasse ça à la courte paille, ou en démocratie, il y a une autre méthode. On joue pas à Chifoumi quand même pour le poste d'un Premier ministre. Vous savez, en démocratie, une autre méthode, normalement, c'est le vote. Et donc, on pourrait simplement, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans le cartel des partis, là, il pourrait faire que simplement les députés Nouveau Front Populaire se réunissent comme au moment de la Révolution française, le tiers-état l'a fait dans la salle du jeu de pommes, et que là, ils n'en sortent pas par la force des baïonnettes, mais simplement en ayant voté, en ayant réfléchi ensemble, s'étant mis d'accord sur un nom pour Matignon. On n'y est pas. Tam Tranui. Oui, il y a un sujet sur le vote. On a beaucoup entendu, effectivement, parler de vote dès la fin de la semaine dernière. Et le sujet, c'est maintenant qui vote, bien sûr. Alors, la plupart des personnes disent uniquement les députés. Et puis, on sent bien que du côté des socialistes, il y a toute une aile, notamment menée par Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, qui dit « Mais il y a tous les parlementaires qui pourraient voter. » Alors là, effectivement, la ficelle est un petit peu grosse. Oui. On dit certains communistes, même s'ils sont plutôt sur la ligne des socialistes dans cette guéguerre, mais donc on sent qu'il pourrait y avoir encore débat sur qui vote et que sans doute ça ne trancherait pas grand-chose. Je voudrais vous entendre sur le nom, parce que le Nouveau Front Populaire, enfin c'était quelle référence, quoi, quel beau nom pour un nouveau parti d'une certaine façon, et ce nom il est en train d'être gâché. Oui, qui va pouvoir le récupérer, qui va oser sans... Enfin vous voyez ce que je veux dire, il y aura, je pense pas que LFI va le réclamer, mais est-ce qu'il va pouvoir survivre ce nom? Moi, je me le demande. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est François Ruffin qui l'avait proposé. Oui. Et là, on le voyait, en fait, en train de dire c'est une honte, et en rappelant 1936. Donc, c'est vrai qu'au regard de l'histoire, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il disait il faut penser aux Français. Là, on a le sentiment d'un huis clos politique, ça a été évoqué par plusieurs d'entre nous, qui ne cesse de se rétrécir. Et je voulais revenir sur la question du hollandisme et de la façon dont LFI déteste. Je rappelle que c'est un truc de famille, genre les Atrides. C'est-à-dire que je rappelle que Jean-Luc Mélenchon vient du Parti socialiste, qu'il connaît très bien François Hollande pour l'avoir longuement côtoyé au Parti socialiste, qu'il a été ministre de Lionel Jospin, et que d'une certaine manière, il entraîne avec lui les militants de LFI et une famille politique qu'il a créée dans une détestation de quelque chose dont il vient. Donc ça, il faut le rappeler, parce que là, il y a quelque chose de contre-nature. Et je voudrais aussi quand même qu'on dise quelque chose par rapport à LFI, c'est que ça craque. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parlementaires de premier rang qui ont été réélus alors qu'ils étaient dissidents LFI. Et donc, on laisse une famille elle-même déchirée. Au fond, moi, je trouve que le tweet, par exemple, de Sophia Chikirou, moi, je le trouve pas effrayant, je le trouve ridicule. Excusez-moi, je pense que comparer la politique aux punaises de lit, Hollande aux punaises de lit, moi, je le trouve... Je le trouve effrayant de mauvaise foi, mais il ne me fait pas peur. Il me montre juste qu'ils n'ont pas le sens du ridicule et qu'il est temps, me semble-t-il, de décider de faire un nouveau Front Populaire. Le niveau de violence affiché, quand même, est terrible dans un moment où on est encore en train de négocier. On sait que de longue date, maintenant, la France insoumise est capable de pratiquer une vraie violence, y compris vis-à-vis de ceux qui veulent la quitter. Et c'est peut-être cette question de la violence en politique qui doit, par rapport à la question que vous posez, dire que le nouveau Front Populaire n'a pas à pratiquer la violence ni vis-à-vis de ses adversaires, ni vis-à-vis de ses membres. Allez, ce qui peut rassurer le nouveau Front... un tableau très rapide, parce qu'on a plein d'autres sur le caractère effrayant, c'est le lien avec la manière dont la France insoumise se comporte en général, qui fait que ce tweet prend un sens encore plus effrayant.
C'est ça qui le rend effrayant. Ouais, quand elle dit qu'il faut faire le ménage quand même, bon, bref. Ce qui peut rassurer quand même le nouveau Front populaire, c'est qu'il y a d'autres partis, d'autres camps qui sont en crise, et on va s'intéresser au camp présidentiel avec cette dernière information. Ce n'est pas une surprise, mais Emmanuel Macron a accepté la démission du gouvernement qui assure le traitement des affaires courantes, et dans le communiqué de l'Élysée, on lit: les forces républicaines doivent bâtir un rassemblement pour former un nouveau gouvernement le plus rapidement possible. Je ne sais pas quelle est la conception du mot rapidement à l'Élysée aujourd'hui. Bref, Tam, beaucoup de choses à dire sur le camp présidentiel. Et oui, Gabriel Attal est donc toujours Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais il restera à Matignon pour, je le cite, assurer la continuité de l'État, parce que c'est son devoir et certainement pas pour faire plaisir au président de la République. Les papiers qui se font l'écho de leurs relations difficiles sont légion ces derniers jours. On parle de relations délétères, d'une rupture sourde, d'un froid glacial, voire d'une cohabitation d'un drôle de genre. Alors Emmanuel Macron a bien tenté, c'était il y a un siècle, de présenter comme son petit frère un enfant qui lui posait la question le 18 juin dernier, Gabriel Attal, une sorte de double dégradé, en somme, qui fait un peu tout comme lui, mais en moins bien. La suite a montré que celui qu'il montrait comme sa copie faisait mieux en ce moment que le modèle, un meilleur code de popularité auprès des Français, et surtout franc succès auprès des troupes à l'Assemblée, alors qu'il a été élu président de groupe haut la main ce week-end. La décision d'Emmanuel Macron de dissoudre n'a pas été comprise, ça l'a isolé. L'après-dissolution n'a pas été rose non plus pour Gabriel Attal, mais ça lui a permis de s'autonomiser. Il s'apprête à couper le cordon qui ne tient plus qu'à un fil. Le temps est donc venu de tuer le père. Tuer le père, c'est un classique en politique. Voilà. Attal est-il à Macron ce que Macron a été à Hollande, ce que Sarkozy a été à Chirac, ce que Marine Le Pen a été à Jean-Marie, ce que Chirac a été à VGE, ce que Brutus a été à César, ce que Robinson est à son père. Robinson spécial dédicace à mon fils de 3 ans qui l'autre jour a barré la route devant la porte d'entrée de la maison pour que mon mari ne rentre pas chez nous en lui lançant: je ne partage pas, maman. Voilà, le DIP est une étape reconnue dans la construction enfantine. On l'a tous vécu, rassurez-vous. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça ne durera pas toute la vie. Alors, mordre la main de celui qui vous a promu ou nourri, pour ce qui est de Robinson, c'est presque un passage obligé en politique, et j'espère que nous l'éviterons à la maison. Alors, certains parleront de trahison, d'autres parleront d'émancipation. Tout dépend de la perspective que l'on adopte. En tout cas, on est frappé de voir comme l'histoire récente se répète. Prenons un parricide récent que nous avons encore tous en tête, celui d'Emmanuel Macron à l'égard de François Hollande. On est frappé par les similitudes. Le père qui se reconnaît dans son fils. Hollande ne parlait pas de petit frère, mais de fils qu'on voudrait avoir en parlant d'Emmanuel Macron. Il avait aussi dit: Emmanuel, c'est moi, aux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme dans leur livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Les circonstances aussi sont proches. Bien sûr, on ne s'attaque pas au père quand il est dans sa toute-puissance. Emmanuel Macron avait lâché son mentor, alors que François Hollande paraissait lui aussi bien seul, bien affaibli, bien impopulaire. Bon, ça ne se résume pas à une guerre d'ego quand même. Non, il n'y a pas que la volonté de prendre la place de l'autre, il y a aussi celle de faire différemment. Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait justifié de couper le cordon avec des désaccords politiques de fond. Lui qui avait été l'architecte du tournant libéral de 2014 trouvait que les réformes n'allaient pas assez vite. Et puis aussi, à l'instant T, il y avait eu des brouilles sur, je le cite, la refondation de la vie politique, le Parti socialiste ou encore les primaires. Gabriel Attal, de son côté, a eu un vrai désaccord tactique sur la dissolution. Il a fait aussi la démonstration de son autonomie en décidant seul de suspendre la réforme de l'assurance chômage. Mais pour l'instant, on n'en sait guère plus sur la ligne qu'il pourrait incarner. En quoi consiste l'attalisme? On ne sait pas trop encore. Jusqu'ici, il a été un as de l'en même temps. Discours d'autorité emprunté à la droite et parcours à gauche, à l'heure où Gérald Darmanin assume de pencher sur sa droite, où Elisabeth Borne entend incarner une voix de gauche. Gabriel Attal peut-il vraiment incarner la synthèse, ou bien va-t-il devoir choisir? Parce que le en même temps, c'est tellement monde d'avant. Merci beaucoup, Tam. Spécial dédicace à Robinson, évidemment. On lui passera quand il sera plus grand. Et à son papa. Adrien Brachet, est-ce que finalement, et c'est peut-être paradoxal, Gabriel Attal n'est pas l'un des gagnants de la dissolution? D'une certaine manière, parce que déjà ça se voyait d'une certaine manière sur les affiches des candidats aux législatives du camp présidentiel, qui souvent préféraient mettre en avant Gabriel Attal plutôt qu'Emmanuel Macron, en considérant qu'Emmanuel Macron était une charge, là où Gabriel Attal pouvait être un atout. Maintenant, je rejoins... C'est paradoxal parce que ça restera comme le ministre le plus court en durée de la Ve République. Alors, il y a peut-être eu pire. Il y a peut-être d'autres... Oui, c'est vrai, Cazeneuve n'était pas resté longtemps. Merci de rectifier. Mais justement, c'est peut-être aussi la difficulté, et je rejoins ce qui a été dit de Gabriel Attal, qui a peut-être été celle d'Emmanuel Macron à un moment, c'est la question de la fulgurance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Gabriel Attal, qui a surgi médiatiquement et à des postes de
très haut niveau, en gros depuis 2022, même si avant il était déjà au gouvernement, mais c'est surtout à partir de 2022 qu'il devient vraiment une pièce maîtresse. Et donc c'est très difficile de définir sa ligne politique parce que c'est quelqu'un qui vient de la gauche, d'une gauche plutôt centre-gauche, libérale, socialiste, et qui ensuite a tenu, notamment lorsqu'il était à l'Éducation nationale, des discours tournés vers les questions de l'autorité et des discours qui ont plu à la droite. Donc c'est quelqu'un qui a navigué entre différentes eaux et sur une période très courte, et donc c'est difficile à la fois pour lui d'avoir un bilan très clair. C'est difficile de dire mais quel est le bilan de Gabriel Attal, je ne sais pas si dans 10 ans on sera capable de le dire. Donc il faut à la fois pour y arriver, il y a tout le jeu tactique dont on parle, mais il faut aussi qu'il se construise une épaisseur idéologique pour qu'on l'identifie plus au-delà du désaccord, au-delà de l'émancipation personnelle vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et donc Gabriel Attal qui est toujours Premier ministre d'un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Franck Morel, voilà, c'est la première fois. C'est l'ère du gouvernement fantôme, quoi. C'est aussi ce qui restera dans le bilan d'Emmanuel Macron. Ce qui est une première, c'est pas l'expédition des affaires courantes, c'est tout à la fois l'expédition des affaires courantes et le fait qu'un certain nombre de postes clés à l'Assemblée, et notamment en ce qui concerne Gabriel Attal, la présidence du groupe, soient occupés. C'est ça qui est une première. Oui, parce que l'expédition la coïncidence des deux. On l'a connu. Alors on l'a connu sur des périodes brèves, effectivement. Ce qui risque aussi d'être une première, c'est le temps que ça va durer. Parce que nul n'est capable aujourd'hui de pronostiquer avec certitude le temps que ça va durer. Ça va probablement durer plusieurs semaines et peut-être plusieurs mois. Voilà, on peut le dire sans trop risquer de se tromper. Ça, c'est une vraie première, effectivement. Ouais. Et alors, je veux bien vous entendre là-dessus, Lucille Schmitt. Gabriel Attal, qui reste Premier ministre tout en président du groupe Renaissance. Ça vous choque ? Ce qui me frappe, je ne sais pas si ça me choque, parce que vous savez, en ce moment, il y a des choses qui me choquent davantage. Et en tout cas, j'observe qu'effectivement, si on faisait du parlementarisme pur porc, si je puis dire, ça serait choquant. On en est très loin. En revanche, ce qui me frappe surtout, c'est que à peine l'étoile d'Emmanuel Macron a-t-elle pâli que vous parliez d'atalisme. Ça me fait penser à Jacques Attali. Donc, je ne sais pas s'il faudra regarder le truc de l'atalisme. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est de voir que tout de suite, dans le macronisme, dans la famille d'Emmanuel Macron, on substitue à un homme providentiel un nouvel homme providentiel qui a évidemment d'autres caractéristiques. Et notamment, je trouve qu'il a une caractéristique très intéressante, c'est qu'il est certainement moins idéologue et moins intéressé par les idées qu'Emmanuel Macron, ça a été dit par certains d'entre nous, mais il met la main à la pâte, il a les mains dans le cambouis. Et ça, je pense que c'est un point important pour faire de la politique. Je voudrais rappeler ça, c'est qu'entre les deux tours, il va appeler lui-même un certain nombre de personnes pour les amener à se désister. Il va très clairement dire qu'il faut pratiquer le front républicain. Il n'aura aucune ambiguïté là-dessus. Et donc, il a cette capacité à dire les choses clairement, à les faire, à avoir des gens qui les font pour lui, tandis que je trouve qu'Emmanuel Macron, en jouant son Jupiter et en restant tout le temps dans une sorte de demi-mesure entre président de la République et intellectuel, nous a dans les moments difficiles, au fond, c'est ça aussi qui a achevé le désamour par rapport à lui. Donc je trouve qu'il y a un caractère d'une audace à faire, qui est différente, et je trouve aussi, et je comprends du coup pourquoi tous ceux qui lui doivent leur réélection, parce qu'au fond, il faut quand même dire une chose, c'est que grâce à lui, le groupe Ensemble est quand même un groupe beaucoup plus fourni que ce que disaient tous les sondages. Donc beaucoup lui doivent leur réélection. 100 députés de moins qu'avant, que dans la pression législative, mais quand même... ça aurait pu être bien pire, et c'est pas lui qui a pris la décision. Donc lui, il a réussi à ce qu'il soit élu, et il a pris des décisions. Il s'est pas seulement émancipé, il a montré qu'il pratiquait la politique aussi comme quelque chose de concret. Un mot quand même, on parlait d'Emmanuel Macron, du rôle d'Emmanuel Macron entre les deux tours, parce qu'il a peut-être lui aussi un peu mis les mains dans le cambouis ou pas du tout. Il n'a pas pris son téléphone pour appeler certains députés en disant qu'il faut se désister. Il a certainement des contacts et il en a toujours, quand on est président de la République, on en a toujours, mais c'est vrai qu'il s'est mis plus en retrait et d'une certaine manière, Gabriel Attal a inversé la situation dans le sens où on l'avait mis devant le fait accompli de la dissolution, il n'en voulait pas et là il inverse la responsabilité et c'est lui qui se met en première ligne. Mais encore une fois, la difficulté c'est qu'au-delà du jeu de petits chevaux entre les personnes, le véritable fond idéologique, on a encore du mal à le comprendre. Juste un petit insiste, mais je crois que le fond idéologique est aujourd'hui complètement confus dans l'ensemble des familles politiques. Et c'est le problème. C'est-à-dire qu'au nouveau Front populaire, à force de se chamailler sur les personnes, on ne sait plus qui pense quoi. Du côté de la droite, avec la droite Ciotti, la droite plus à droite de Macron, avec Horizon, du côté de Laurent Wauquiez, on ne s'y retrouve absolument pas. Et donc, je pense qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'il a l'avenir devant lui et qu'il a le temps de se construire idéologiquement et qu'il ne peut pas se construire en 15 jours. Ah, bien sûr. En revanche, qu'il puisse continuer à dire qu'il vient de la gauche et le revendiquer comme une identité, ça, c'est plus possible.
Oui, je voulais dire qu'on ne peut pas présenter Emmanuel Macron seulement comme affaibli. Hier, il a quand même aussi réuni tous les chefs de parti du camp présidentiel. Tout le monde a à peu près en tête quand même l'article 8 de la Constitution actuellement, à savoir le président de la République nomme le Premier ministre, et quand même tout le monde est suspendu au fait qu'Emmanuel Macron pourrait ou pas nommer même le Premier ministre qui pourrait émaner des différents camps. Donc on sent que quand même, dans la séquence actuelle, Emmanuel Macron, il a encore une carte à jouer. Une chose qui est certaine, c'est que le regard qu'on portera dans quelques mois ou dans quelques années sur cette séquence sera un regard qui sera sans doute aussi influencé par le rôle que vont jouer les différents acteurs dans la recherche de la solution et dans le fait de trouver la solution. Et là-dessus, il y a une carte à jouer pour plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, pour Gabriel Attal comme pour plusieurs autres, puisqu'on voit bien arithmétiquement que la solution, elle passe forcément par quelque chose qui implique et les macronistes, et le centre-droit, et le centre-gauche. De quelle manière ? Soutien, pacte de non-agression, enfin, etc. Les gammes de couleurs. Ça, on va en parler avec LR dans un instant. Mais on voit bien qu'à un moment donné, les choses ont commencé à se décompter, avec notamment ce qui est en train de se passer à gauche, entre LFI d'un côté et la gauche modérée de l'autre, et puis ce qu'a proposé Laurent Wauquiez avec le pacte législatif. On voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation que celle qu'on a connue le soir du deuxième tour. Elles vont continuer à se décanter, et là-dedans... Mais avec quel rôle pour le président de la République ? Et là-dedans, voilà, il y a la question du rôle du président de la République qui n'est pas simple, parce qu'effectivement, vis-à-vis de ses propres troupes, il a quand même beaucoup moins de capacité à imposer ses vues que ça ne pouvait être le cas il y a quelque temps, donc il faut qu'il tienne compte de ça, et il va sans doute, probablement, tenir compte de ça. Et puis chaque acteur... Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, pour parler de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle, on voit bien chaque acteur va essayer de pousser ses pions et va essayer de jouer un rôle dans cette recherche d'un atterrissage qui va prendre du temps, inévitablement. Mais c'est une maturation qui a commencé, on avait eu l'occasion de l'évoquer, sur la maturation qui devait passer par des phases de crispation et des phases, je dirais, de deuil de la part de la gauche d'un côté, du centre-droit de l'autre, de deuil de certaines formulations qui ne sont pas viables, mais c'est quelque chose qu'on regardera de très près. On parle de LR dans une minute, avec Alexandre Poussard qui trépigne là derrière le rideau de Sens Public, mais quand même, je reprends cette citation du communiqué de l'Élysée, les forces républicaines doivent bâtir un rassemblement pour former un nouveau gouvernement le plus rapidement possible. Et je reviens au nouveau Front Populaire, Lucie Schmitt, parce que à force de tergiverser, finalement, ça facilite le travail d'Emmanuel Macron. Enfin, il y aurait eu un nom de Premier ministre il y a une semaine, un mardi de la semaine dernière. C'est compliqué pour Macron. Il aurait sans doute dit non, mais c'était plus compliqué. Non, je le regrette évidemment, mais par rapport à ce que vous disiez, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on emploie des étiquettes ici lorsqu'on est en situation d'observateur, etc., centre-gauche, centre-droit. Quand on est à gauche et quand on a fait le nouveau Front Populaire avec des composantes si diverses, se dire de centre-gauche, aujourd'hui, c'est presque une insulte. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut... Oui, si on prend la rhétorique des Insoumis. Non, je pense qu'à gauche, le fait de dire « je suis plus à gauche que toi » fait d'une certaine manière partie du débat politique au sein des structures. Et que du coup, cette question de revenir vers l'électorat et les motivations pour lesquelles les électeurs ont donné, au fond, un bon résultat au Front Populaire, au nouveau Front Populaire, qui n'est pas non plus un résultat exceptionnel. Je tiens à insister là-dessus. C'est-à-dire c'est un peu moins de 200 députés si on ajoute les divers gauches. Donc il faut, d'une certaine manière, laisser de côté les discussions partisanes et regarder vers les électeurs. Et ça, c'est un travail à faire parce que du côté de la gauche, les discussions partisanes sur « je suis plus à gauche que toi, je suis plus pur que toi » sont des discussions fondamentales. Elles existent aussi beaucoup chez les écologistes sur la question de participer au gouvernement. Et évidemment, LFI, en posant cette partition, il y a évidemment le sujet du leadership de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a la question de rester de gauche, qui est lorsqu'on doit exercer le pouvoir, et surtout en alliance avec la droite, ou le centre-droit, ou le centre-gauche, comme vous dites, c'est quelque chose qui pose un problème culturel. Ouais. Allez, comme promis, on s'intéresse maintenant à ce pacte législatif proposé par la droite républicaine. Alexandre Poussard est là comme promis. Bonsoir Alexandre, Laurent Wauquiez et son groupe donc, à l'Assemblée qui propose ce pacte législatif. L'objectif et puis le contenu de ce pacte. Bien vu qu'on parle beaucoup de psychologie dans ce débat ce soir, là c'est une question existentielle. Le but de Laurent Wauquiez, c'est démontrer que les LR existent encore dans le champ politique. Son nouveau groupe baptisé la droite républicaine et qui compte actuellement une quarantaine de députés refuse un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron, mais ce groupe
va proposer une dizaine de textes législatifs dans l'espoir qu'ils soient votés par une majorité de députés, plutôt à la droite de l'Assemblée nationale, et notamment par les députés du camp présidentiel. Premier axe de ce pacte législatif des LR, revaloriser le travail. Ils remettent sur la table la vieille recette sarkozyste de supprimer les cotisations sociales et les impôts sur les heures supplémentaires. Ils veulent une vraie réforme de l'assurance chômage pour éviter les abus, et ils souhaitent fusionner les aides sociales existantes en une aide sociale unique qui serait conditionnée à des heures d'intérêt général. Deuxième axe porté par les LR, la relance de notre industrie en continuant à baisser les impôts de production, en taxant davantage les importations de produits polluants et en supprimant l'objectif de zéro artificialisation nette des sols fixé par la loi climat en 2021 et qui régule la construction notamment de sites industriels. Oui, la droite républicaine qui souhaite aussi reprendre les mesures de la loi immigration qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Oui, pour durcir encore la politique migratoire, les LR plaident en faveur de quotas d'immigration qui seraient votés chaque année par le Parlement. Ils veulent que les aides sociales des étrangers soient davantage conditionnées à une présence minimale sur le territoire français, et ils plaident en faveur de la suppression de l'aide médicale d'État pour la transformer en un dispositif d'urgence. Et puis enfin, les Républicains ressortent de leur carton une réforme de la justice avec le retour des peines planchées, la suspension des aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et un durcissement de la justice des mineurs. Autant de mesures sécuritaires qui pourraient recueillir facilement les voix des députés du Rassemblement national. Merci beaucoup Alexandra. À tout à l'heure pour notre second débat. Adrien Brachet, je me tourne vers vous sur la stratégie de Laurent Wauquiez. Il y a beaucoup de mesures quand même, donc c'est la base d'une négociation, on peut imaginer ça. Disons qu'il faut voir en effet toute la logique politique qu'il y a derrière ce pacte. Le premier objectif, et on en a parlé, c'est donner de la visibilité aux Républicains, dire nous, pendant que tout le monde est en train de faire des tractations de boutiquiers, nous on propose des choses de fond. Le deuxième objectif, et là qui est un petit peu plus politique, c'est un conseiller du groupe de la droite républicaine, qui ne s'appelle plus les Républicains, qui me le disait hier, c'est un peu rendre, je cite, le mistigris du blocage aux macronistes, c'est-à-dire dire regardez-nous, on a proposé des choses et si ça ne marche pas, c'est de votre faute. D'ailleurs, l'intitulé, c'est 100 jours pour débloquer la France. Exactement. Et sauf que quand on regarde la nature des propositions, et elles ont très bien été détaillées ici, ce sont des propositions quand même qui correspondent à une partition très droitière, qui revient vraiment aux fondamentaux d'une droite très libérale, presque tchatchérienne sur certains points de vue. Et donc, ce sont des propositions qui, finalement, ont peu vocation à rassembler largement au sein de la majorité, au sein du camp présidentiel, maintenant c'est plus la majorité, ou même au centre, vis-à-vis de la gauche. Donc, d'une certaine manière, c'est une façon de dire, regardez, nous on propose des choses, tout en sachant que ces propositions-là ne susciteront pas nécessairement un consensus. C'est quand même gonflé de proposer ça avec... Même dans le cas de Laurent Wauquiez, c'est une quarantaine, parce qu'il y a encore certains députés si on rajoute les divers droits, qui vont peut-être pas le rejoindre. Et pourquoi Laurent Wauquiez fait ça aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des dissensions internes chez les Républicains et il y a aussi toute une partie de députés qui, au fond, disent depuis 2022 pourquoi nous ne ferions pas une coalition avec Emmanuel Macron. Au fond, il est d'accord avec nous sur un certain nombre de points, sur la liberté d'entreprise, l'attractivité économique, la baisse des impôts, etc. Et donc, Laurent Wauquiez, qui lui ne veut rien avoir à faire avec la Macronie en vue de 2027 parce qu'il ne veut surtout pas être leur roue de secours, est obligé de lâcher un petit peu de lest aux gens qui, chez lui, veulent travailler avec Emmanuel Macron en disant « Regardez, j'ai proposé un pacte législatif, ça montre que je suis dans une démarche un petit peu d'ouverture. » Donc il y a un triple objectif de visibilité, de faire un petit peu la guéguerre au camp macroniste et puis aussi un objectif en interne d'apaiser la situation. Lucie Schmitt, si je reprends l'argument que vous disiez tout à l'heure, la pureté à gauche, là c'est vraiment le programme à droite. Enfin, on imagine mal, on est loin d'une coalition à l'allemande, ou alors est-ce que ça commence comme ça, une coalition à l'allemande, avec chacun qui arrive avec ses idées très tranchées, et puis finalement, on se mélange, quoi. Dans une coalition à l'allemande, je crois que le caractère, la faisabilité des mesures, et par exemple proposer des mesures qui sont anticonstitutionnelles, comme vient de le faire ce pacte législatif, puisque je rappelle que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a censuré la loi sur l'immigration, il l'a censuré au nom du droit et non pas en termes de contenu concret. Ça a d'ailleurs été reproché par la gauche à Laurent Fabius en disant qu'il aurait dû prendre position sur le contenu. Il a dit il n'y a pas besoin, c'est anticonstitutionnel. Donc je pense qu'en Allemagne, compte tenu du respect qu'on a pour le droit, il n'y aura pas de mesures anticonstitutionnelles dans un pacte législatif.
La deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'en Allemagne, dans l'ensemble des partis, si ce n'est l'AfD, l'extrême droite, il y a une préoccupation écologiste assez forte et qu'il y aurait autre chose que l'abrogation de la loi zéro artificialisation nette, qui est une loi dont Laurent Wauquiez avait dit, lorsqu'il présidait la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il ne l'appliquerait pas. Et je rappelle que ça avait été une grande première, parce que le président d'une région qui dit « j'applique pas une loi », c'est quand même intéressant. Donc on voit qu'il a là quelques obsessions et qu'il les a mises dans son pacte législatif. Moi, je dis juste une chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il poursuit comme objectif, mais je trouve que ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire qu'il reprend, comme ça a été dit par votre éditorialiste... Ce qu'on disait pour le nouveau Front populaire... Voilà, c'est pas du tout à la hauteur. Il reprend des vieilles lunes qui datent de Nicolas Sarkozy, qui avaient permis à Nicolas Sarkozy de l'emporter sur la question, par exemple, de la revalorisation des heures supplémentaires. Ça date de 2007. Oui, alors ça peut remarcher 17 ans plus tard, mais enfin, c'est sûr que c'est pas très novateur. Il y a la question de moins d'impôts, il y a la question du sécuritaire. Je vois pas en quoi c'est original, étant donné le succès du Rassemblement national. Je trouve qu'en fait, il recycle des choses et que de ce fait, il veut sans doute... je vois Franck Morel qui tique, mais je vais vous donner la parole tout de suite. Je vous laisse terminer. Moi, je termine, mais de ce fait, soit il veut maintenir aussi sa stature de candidat à la présidentielle, c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et ensuite, ce qu'il y a là ne brille pas par son originalité, alors que Laurent Wauquiez, quand il revient à l'Assemblée nationale, on attend de lui, au fond, qu'il remonte de la hauteur de vue, parce que c'est quelqu'un qui est tout sauf idiot, en fait. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il se contente d'un truc, un exercice aussi stéréotypé ? Franck Morel. Non, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est qu'on commence par le fond. Et ça fait du bien quand même, qu'on commence par le fond et qu'on soit dans une démarche. Alors, on peut effectivement débattre sur le contenu et sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont recyclées, qui sont anciennes, mais il y a quand même une ossature avec un certain nombre de choses dans des domaines assez différents. Et avec derrière une philosophie, la philosophie sur la valorisation du travail, sur l'absence d'augmentation des impôts, sur un certain nombre de signaux en matière de sécurité et d'immigration. Donc si on retient la philosophie et si on retient le signal de fond, c'est quelque chose d'intéressant. Après, évidemment, il faut souligner les limites de l'exercice dans le sens où il est très peu probable qu'au bout du bout, tout ça soit voté. Et que donc, la réalité de l'exercice, c'est de cranter, de la part de Laurent Wauquiez, un certain nombre de choses, parce qu'on est au début d'un processus de discussion, d'un processus de négociation. Après, quand on regarde, et à droite, et à gauche, d'un côté, les propositions de Laurent Wauquiez, de l'autre côté, les éléments de programme, même édulcorés, du nouveau Front populaire, on se rend bien compte que de part et d'autre, le point d'atterrissage, ça ne sera pas ça. Et donc, à partir de ces deux points de départ, il faudra bien qu'à un moment donné, chacun fasse un compromis et considère là-dedans, dans chacun de ces deux paquets, ce qui constitue vraiment des lignes rouges, c'est-à-dire vraiment des choses sur lesquelles il est absolument impossible de bouger. Et vous parliez d'éléments inconstitutionnels, mais moi j'ai compris dans la proposition que c'était une proposition pour modifier justement la Constitution. Ah bah ça va bien se passer, je pense. On n'est pas rendu parce qu'il faut les 3/5. Oui, déjà qu'il n'y a même pas une majorité relative suffisamment forte pour gouverner. Bref. Mais du coup, effectivement, il faudra identifier ce qui relève de la ligne rouge, c'est-à-dire du truc sur lequel on ne veut absolument pas bouger, de ce qui relève de ce qui consiste à cranter et à montrer un certain nombre d'aspects identitaires. Il nous reste quelques minutes pour parler du Rassemblement national et de la bataille pour le perchoir. Le Rassemblement national qui veut obtenir des postes clés à l'Assemblée. C'est ce que disait Sébastien Chenu, vice-président du parti, sur Europe 1 ce matin. Moi, j'ai expliqué à Mme Braun-Pivet que nous tenions à assumer nos responsabilités, uniquement nos responsabilités, mais toutes nos responsabilités, parce que nous représentons des millions d'électeurs. Je lui ai dit en tant que vice-président sortant de l'Assemblée nationale, à la présidente sortante de l'Assemblée nationale, et je crois qu'elle a entendu ce message qui était « oui, il est normal que le Rassemblement national, à travers ses élus, on n'est plus en campagne électorale, un député RN vaut autant qu'un député LFI, qu'un député Renaissance, il n'y a pas à hiérarchiser les députés, et bien assume ses responsabilités. On verra qui fait vivre la démocratie demain, enfin en tous les cas jeudi et vendredi à l'Assemblée. Adrien Brachet, il y a des tractations en ce moment de tous les côtés, parce qu'on peut parler de LR aussi qui voudrait bien obtenir quelques postes importants, la commission des finances évidemment un poste stratégique, des vice-présidences, et donc des discussions entre Yaël Braun-Pivet, la présidente sortante de l'Assemblée,
et le RN qui sont actés. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Alors, apparemment, elle a eu, en effet, ça a été mis en avant, elle, des échanges avec Sébastien Chenu, mais visiblement, les macronistes sont plutôt dans une position, cette fois-ci, de refuser, en tout cas, des postes au Rassemblement national. Et en fait, et à LFI, d'ailleurs. Et à LFI également. Et les groupes de gauche ont fait un communiqué il y a quelques minutes, je crois, en appelant à des discussions avec le bloc central, entre guillemets, pour aussi faire barrage à des postes au Rassemblement national. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, là, à 2 jours de l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, puis ensuite le lendemain des postes stratégiques, on est dans la grande tambouille, dans les grandes discussions, dans les grandes tractations. Laurent Wauquiez, les Républicains, parlent avec le bloc central. En effet, il y a notamment l'enjeu peut-être de récupérer la questure, qui est un poste, un des postes de questeur, qui est un poste quand même assez stratégique au sein de l'Assemblée nationale et qui était jusque-là, en tout cas un de ces postes détenu par Éric Ciotti. Donc il y a tout un jeu un peu à la fois de bluff et un jeu dont on se renvoie l'ascenseur. Disons que ce sera plus facile pour ces forces politiques, par la force des choses, de se mettre d'accord sur ces postes à l'Assemblée nationale que de se mettre d'accord sur une manière de gouverner. Je voudrais quand même vous entendre, Lucie Schmitt, sur effectivement cette stratégie qui est celle de Renaissance, de dire pas de poste à responsabilité pour le RN. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de déni de démocratie ou de message un peu dangereux qu'on envoie aux électeurs du Rassemblement national? Ce qui est compliqué, c'est que quand on fait le Front républicain au 2e tour, on dit le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Et il se trouve qu'une majorité d'électeurs est d'accord avec cela. Donc ça dépend à qui vous vous adressez. Et effectivement, si vous ne leur donnez pas de poste de responsabilité, vous choisissez de vous adresser aux électeurs qui ont pratiqué le Front républicain, dont je rappelle qu'ils étaient de gauche et de droite. Donc il y a une forme de « en même temps » dans le Front républicain qui est intéressante. Après, ce qui est compliqué évidemment pour nous, nous tous, c'est la question de comment est-ce qu'on les affaiblit ou comment est-ce qu'on les renforce. En fait, il faut à chaque fois se poser cette question. Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Parce oui, mais que, ça fait 40 ans qu'on se la pose, sans forcément trouver la réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se la poser, bien sûr. Sophie a raison. Étant donné que là, il y a une progression qui est en continu. Donc, par rapport à ça, quelle attitude adopter? Moi, j'aurais tendance à dire que de toute façon, il faut voir les choses pas à pas et commencer par élire un président ou une présidente de l'Assemblée nationale, que le fait que Chenu nous dise qu'ils veulent assumer leurs responsabilités, je ne sais pas ce qu'il entend exactement par là. Je pense que ça signifie surtout avoir des moyens. Je pense qu'il y a un enjeu autour du fait de pouvoir organiser au sein de l'Assemblée nationale la possibilité de leur visibilité, d'avoir des moyens, etc. Je rappelle que il y a dans la culture parlementaire, ce qui s'est installé progressivement en France, c'est qu'on donne des postes à responsabilité à l'opposition. Et là, compte tenu du fait qu'on a une assemblée qui est tripartite et même qui est plus il n'y a pas de majorité, donc il n'y a pas de majorité que l'opposition. Il y a une question autour de qui est l'opposition. Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que je préfère cette opposition-là à une autre opposition? Et aujourd'hui, quand par exemple le camp présidentiel dit ni LFI ni RN, donc ils choisissent de dire il y a des oppositions qu'on n'aime pas et ils associent le RN et LFI. Et puis il y a évidemment ce qui complique les choses, c'est du côté du nouveau Front populaire, ils ne vont pas dire pas de LFI. Donc, et qu'est-ce qui va se passer du côté de la droite? Ils vont dire pas LFI. Et est-ce que la droite va dire d'accord pour le RN? Il y aurait peut-être quand même un nom qui va sortir du chapeau pour le nouveau Front populaire. Oui, pour le perchoir, il se murmure, mais alors avec toutes les précautions. On met tous les guillemets possibles, tous les conditionnels possibles. Mais voilà, certains négociateurs parlent de la candidature de Cyrielle Châtelain, qui vient d'être réélu à la tête du groupe écologiste. Un groupe écologiste qui est sorti renforcé là, puisque s'ils sont adjoints, les ex-LFI purgés qui sont arrivés. Donc il y a quand même 38 parlementaires. Ce qui est la preuve que si vous voulez mettre d'accord en fait des socialistes et des LFI, faut prendre ni l'un ni l'autre. Donc voilà. Bon, on ne sait pas si ça sera quelque chose, une piste à suivre pour la suite. La bataille du perchoir est quelque chose qui va être intéressant parce que ça va donner un signal sur justement les prémices de recherche de cette majorité pour Matignon. Et pour l'instant, ce qui peut se dessiner, nous en avions parlé, effectivement, c'est le fait que Ensemble pour la République
cherche quelqu'un de centre-droit qui ne soit pas issu de Ensemble pour la République, justement, pour ne pas donner l'impression qu'on reprend les mêmes et on recommence. Et le nom, par exemple, de Valérie Létard a circulé, qui cocherait effectivement un certain nombre de cases dans ce sens-là, et qui pourrait avoir une majorité relative si on additionne ceux qui seraient susceptibles de voter. Allez, un dernier mot, Adrien Brachet. Il y a effectivement, est-ce qu'on aura, je crois que c'est une expression qui nous est venue de l'Élysée, le barycentre de l'équilibre politique jeudi soir en entendant le nom du président ou de la présidente de l'Assemblée? Disons qu'il y aura peut-être un début de clarification, mais qui, encore une fois, ne présage pas nécessairement ensuite des mesures de fond et des mesures de rupture qui auront été prises, parce que on discute de la poussée du Rassemblement national, etc. Mais si les autres forces politiques, notamment la gauche, veulent inverser d'une certaine manière la vapeur et limiter la poussée du Rassemblement national, il faudra des mesures de rupture de fond, il faudra répondre finalement aux problématiques d'une partie de la population qui se sont invisibilisées, etc. Donc l'enjeu pour aller reconquérir ces voies-là, c'est d'abord le fond et d'abord les mesures qui vont être proposées. Et ça, je ne suis pas sûr que jeudi soir, on y voit tellement plus clair. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. À très bientôt sur Public Sénat.